lancé lundi dernier. Toujours avec la gestion des inondations, les cadres de Benno Bokk Yakaar plaident pour le renforcement de l'ONAS. La coordination nationale des cadres de Benno Bokk Yakaar plaide pour le renforcement du budget de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Les cadres invitent le gouvernement à trouver des solutions pérennes en mettant à la disposition de l'ONAS des ressources nouvelles pour renforcer ses moyens d'action. Déguerpissement, Seydi Gassama défend les habitants de Terme Sud. Le bail qui lie l'État à l'armée étant terminé, le terrain doit être morcelé en parcelles et cédé à des coopératives d'habitat ou à des particuliers. Tels sont les mots de Seydi Gassama. Il poursuit, ces familles demandent à exercer leur droit de préemption. Dans n'importe quel État respectueux du droit et soucieux de justice, elles auraient obtenu gain de cause, a déclaré le directeur exécutif de l'Amnesty nationale, Seydi Gassama. Éducation, Aliou Sall rebaptise le CM Darou Salam au nom de son frère Macky Sall. Le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, a décidé de rebaptiser le CM Darou Salam de la commune qu'il dirige. L'établissement va désormais porter le nom de son grand frère, le président de la République, Macky Sall. La décision a été approuvée par 63 des 65 conseillers municipaux de la ville de Guédiawaye. Santé, 800 000 sourds recensés au Sénégal. Au Sénégal, la prévalence de la surdité dans la population générale est de 5,9%, soit environ 800 000 personnes souffrant de troubles de l'audition, d'après les estimations de Dr Marissar, conseiller technique du ministère de la Santé. La déficience accrue chez les jeunes de 12 à 35 ans. Intervention, la brigade des sapeurs-pompiers dotée de nouvelles motos. Le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers a présenté ce jeudi au ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, un échantillon de la nouvelle flotte de motos des soldats du feu. Les nouveaux motards pourront désormais prodiguer leurs premiers soins d'urgence aux patients et autres accidentés, en attendant que les ambulances arrivent sur les lieux. Bavure policière, les agresseurs de la caméra woman de Dakaractu entendus. Une enquête interne a été ouverte suite à l'agression de Awa Ndiaye, de Adja Ndiaye, du moins sur la caméra woman de Dakaractu par des éléments de la police de Médina, justement. Les principaux agents ainsi que la victime ont été entendus par le commissaire Aronessi, patron de la direction de l'inspection des services de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, annonce des sanctions des auteurs. Casamance, une bande de rebelles démantelée à Bignona. L'armée nationale a identifié ce jeudi un checkpoint installé par la base rebelle de Djakaï sur l'axe Tembouri, Kouram et Bouloulouk dans le département de Bignona. La base rebelle rançonnait les véhicules au niveau du checkpoint. Pire, dans cette opération musclée, l'armée a trouvé et incinéré un champ de charbon indien. Religion, la famille omarienne annule la célébration du Maouloud 2020 et la Ziara 2021. En raison du coronavirus, la famille omarienne a tout bonnement décidé d'annuler la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La décision a été rendue publique ce jeudi par le Khalife général Thierno Madani Tall. Par la même occasion, la Ziara de 2021 aussi est annulée. Magal 2020, un homme arrêté avec une arme automatique chez le Khalife. Un homme a été arrêté avec une arme automatique chez le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Ce lundi dernier, il se faisait passer pour un garde du corps du ministre Abdou Karim Fofana dans un camouflet de couleur verte. Le sieur a tenté d'accéder sur la résidence de Serigne Mountakha Mbacké alors que ce dernier était en train de recevoir le président de la République et sa délégation. À l'international maintenant, plus précisément en Guinée-Conakry, où au moins 50 personnes ont été tuées en toute impunité en moins d'un an. La révélation est faite par Amnesty International dans un rapport intitulé « Marcher et mourir, urgence de justice pour les victimes de la répression des manifestations en Guinée ». Entre octobre 2019 et février 2020, plus de 30 personnes ont perdu la vie dans des manifestations contre le projet de changement de la constitution de la Guinée. Mesdames et messieurs, ne quittez pas le direct, justement, on va poursuivre avec l'invité de la rédaction, Mme Martar Gueye, qu'on va recevoir tout à l'heure sur notre plateau, sur Info Chrono. Avant de partir, vous aurez sur l'écran effectivement le communiqué de la Société nationale des eaux, SONES et SEN'EAU qui annonce des coupures d'eau. Juste après ça, vous aurez Mme Martar Gueye. Punctuation and grammar. Impress your boss with a proposal that gets straight to the point. And be sure your writing comes across the way you intend. Download Grammarly today to review your writing before you hit send.
c'est comme on vous l'annonçait, nous aurons à la suite d'Info Chrono comme invité de la rédaction Mame Matar Gueye, vice-président de l'ONG Jamra. Mame Matar Gueye, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toute l'équipe de Actu 221, sans oublier naturellement vos aimables téléspectateurs. Merci à vous, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir sur notre plateau. Aujourd'hui, vous êtes l'invité de notre rédaction. Donc, brièvement, on va discuter autour de deux questions. D'abord, le déguerpissement des familles à Terme Sud à Ouakam. Plus on va évoquer la question de relance économique et la position des ONG, plus leurs implications. Maintenant, rapidement, sur le premier point. Terme Sud, Ouakam. Hier, on a assisté à un déguerpissement de familles d'anciens militaires dans la rue qui ont passé la nuit dehors. Quel était votre sentiment? Je pense que d'une manière générale, l'État doit revoir sa posture et son attitude en termes de déguerpissement pour les rendre un peu plus humaines. D'autant plus que pour le cas qui nous concerne, tout le monde sait que nous sommes en plein hivernage. Alors comment peut-on expulser manu militari 75 familles dans des conditions aussi déplorables? Ce n'est pas digne d'un État qui se veut être en priorité à l'écoute des couches vulnérables. Les habitants de la cité Terme Sud sont constitués de couches vulnérables parce que tout le monde sait que c'est des familles de militaires qui la plupart du temps ont eu à verser leur sang sur des théâtres d'opération à l'étranger. Nous avons tous vu ce témoignage émouvant de cette dame qui a perdu son mari pendant la guerre du Libéria. Elle y était allée sous les drapeaux du Sénégal et naturellement sous la supervision des Nations Unies. Ça fait 30 ans qu'elle habite à Terme Sud. Et elle a été expulsée, nous l'avons vu, ses lits, ses buffets, ses ustensiles de cuisine jetés dehors comme une sorte de malfrat. Je pense que l'État doit revoir sa politique en matière de déguerpissement. Alors, il est bien évident, comme ont eu à l'expliquer certaines autorités, qu'il s'agissait d'une cité qui était sous le régime foncier du bail. Donc, c'est l'État qui avait conclu un bail avec l'armée pour permettre à certains hauts gradés d'avoir des toits pour leur famille. Et nous savons tous naturellement qu'un bail est limité dans le temps. Mais le droit le plus élémentaire voudrait que lorsque le bail a pris expiration, et c'est le cas, et que ce site doit être morcelé pour être cédé à des coopératives, la priorité devait être accordée aux familles qui étaient là. C'est ce qu'on appelle le droit de préemption. Mais on a piétiné tout cela. Et pour des raisons obscures, ces 75 familles ont été expulsées. Et ce site va être cédé à des businessmen, à des affairistes immobiliers qui vont en faire ce qu'ils veulent. Alors nous pensons que lorsqu'un bail arrive à expiration, il est tout à fait normal que le régime d'occupation change. Mais la priorité devrait être ou mettre ou recaser ces familles qui étaient là. Et en second lieu, maintenant, démolir et puis reconstruire, etc. Mais là, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour l'État de se rattraper, de faire preuve d'humanisme. Il n'est pas trop tard pour l'État de se rattraper. Justement, je vais rebondir là-bas. Bon, l'un des points vraiment de chute de l'État qu'on pourrait attendre, ce sont les zones du hangar de l'aéroport international. On a vu que l'aéroport international Léopold Sédar Senghor a été maintenant placé sous autorité militaire. Donc c'est un aéroport militaire. Aujourd'hui, on voit que le morcellement de ces parties des zones de hangar, on a entendu des noms de politiciens dedans. Maintenant, il était un peu contradictoire, incompréhensible que des politiciens qui n'ont pas servi dans l'armée aient des terrains dans des zones militaires. En même temps, on expulse des militaires sur d'autres zones militaires. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'État ne pourrait pas justement réaffecter ces terres qui relèvent déjà du domaine militaire à ces familles éplorées? Effectivement, nous avons terminé notre propos tout à l'heure en disant qu'il n'était pas encore tard pour que l'État se rattrape. En ce sens que des opportunités existent pour pouvoir les reloger et les recaser ailleurs. Ne serait-ce qu'en partenariat avec la coopérative militaire qu'on appelle Comico, qui serait bénéficiaire, enfin second bénéficiaire de la cité Terme Sud, dont le bail est arrivé à expiration. Donc, il est possible de voir avec cette coopérative comment faire pour trouver un terrain d'entente avec ces familles qui sont devenues du jour au lendemain des SDF, des sans domicile fixe, pour essayer de leur faire bénéficier
des premières attributions de la coopérative Comico, ou à défaut, comme vous venez de l'indiquer, l'ancien site de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, au lieu de l'attribuer à des politiciens, des businessmen et des affairistes qui sont à l'abri du besoin, l'État pourrait trouver une solution pour essayer de redéployer les 75 familles. Et je pense qu'ils n'occuperont même pas le quart de toute cette étendue. Parce qu'on parle de 2000 parcelles. Voilà, c'est énorme. Je pense qu'il y a possibilité. En tout cas, vous nous donnez l'opportunité à nous, Diamra, d'élever la voix dès la semaine prochaine, parce que nous sommes déjà arrivés en fin de semaine, pour que l'État puisse trouver une solution pour ces militaires. Donc, je pense que les militaires mériteraient un autre traitement que celui qui leur est fait actuellement. D'abord, ils ont ce fameux slogan qui fait la dignité et la fierté du Sénégalais. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Et joignant l'acte à la parole, ils ont eu à verser leur sang sur beaucoup de théâtres des opérations, le Libéria, le Congo, et actualité oblige, le dossier dont nous avons en charge la médiation, les anciens combattants de la guerre du Golfe. 93 militaires sont tombés sur le champ d'honneur, et nous félicitons l'État du Sénégal, particulièrement le président Macky Sall, qui a donné instruction au ministre des Forces armées et au Premier ministre de nous recevoir pour que nous puissions leur donner les documents adéquats attestant que ces militaires ont droit à une indemnisation. Cette indemnisation est venue, mais ça a été détourné, vraisemblablement. Donc le président Macky Sall est en train de faire diligenter des enquêtes dans ce sens. Alors nous lui demandons dans la même lancée... Ça a été détourné par qui? That is a question. Parce que c'est l'ancien régime qui était là, qui a eu à superviser ces opérations d'intervention contre l'invasion irakienne sur la terre koweïtienne et sur les lieux saints de l'islam. Le Sénégal avait envoyé pas moins de 493 militaires. Malheureusement, 93 y ont laissé leur vie. L'Arabie Saoudite a envoyé des indemnisations pour les 93 veuves. Nous en avons les preuves que l'argent est venu. Maintenant, il appartient à l'État de faire diligenter rapidement une enquête. Il paraît que l'enquête est en cours, de manière à situer les responsabilités et d'indemniser les 93 veuves. Alors nous profitons de votre plateau pour demander au président Macky Sall la même bonne volonté et le même humanisme dont il a fait preuve sur les dossiers d'indemnisation des anciens combattants de la guerre du Golfe, de redéployer ce même esprit de paternel, parce que c'est lui qui est le président de tous les Sénégalais, aussi, pour permettre à ces SDF... En parlant de président aussi, il faut rappeler qu'il est le chef suprême des armées. Exactement. Donc aujourd'hui, la question le concerne plus que tout le monde. Non, il est moralement, il a une responsabilité morale sur cette tragédie. Donc est-ce qu'il devrait se taire depuis hier? Il devrait se taire depuis hier. Ah, il n'a pas le droit, parce que vous venez de le rappeler avec pertinence, indépendamment du fait qu'il est chef de l'État. Il est le gardien de la Constitution, comme aime le dire notre oncle Hadji Mansour Mbaye, et qu'il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il a un autre grade, et pas des moindres, il est le chef suprême des armées. Cette affaire-là, le président doit monter en première ligne pour permettre à ces 75 familles de retrouver leur dignité, surtout, et ensuite leur sécurité. Parce que nous sommes en plein hivernage, et tout le monde sait les problèmes auxquels les familles sont confrontées. Est-ce que Diamra a pu... Vous allez nous entendre dès la semaine prochaine. Et je dois remercier c'est Info 221, c'est comme ça. Actu 221 de nous en avoir donné l'opportunité. Mais Inch'Allah, dès la semaine prochaine, nous interpellerons avec toute la courtoisie requise le chef suprême des armées pour qu'il n'abandonne pas à leur propre sort ces 75 familles qui n'ont eu que le tort d'avoir des pères, des maris et des grands-pères anciens militaires qui ont versé le sang pour défendre le drapeau national. Ils ont versé le sang. Bon, en termes de famille, Raki, peut-être vous aussi, vous avez eu des sentiments ou des questions que vous pouvez poser cette situation est très triste pour un pays qui s'est dit juste déjà pour le gouvernement sénégalais. Je ne comprends pas le silence qu'il y a eu depuis ces événements qui se sont passés hier et qui sont malheureux pour tout le monde parce que tous les Sénégalais ont déploré cette situation-là. Je ne comprends pas le silence des autorités sénégalaises face à cette situation actuelle. C'est bien dommage parce que nous avons un État, et c'est une tradition depuis les précédents régimes qui sont passés, de n'agir une fois que le mal est fait. Parce qu'il semblerait qu'il y a eu des sommations qui ont été servies à ces familles.
mais ce n'est pas une raison, au terme de la deuxième ou de la troisième sommation, de les expulser de manière, n'ayons pas peur des mots, de manière aussi barbare. Oui. Parce que ces familles ont été carrément jetées. Et déshonorées. Parce que moi, j'ai vu hier que vraiment le slogan de Remé a été bafoué. Pour moi, leur devise a été bafouée hier. On ne tue même déshonore pas. Aujourd'hui, on a vu que c'est l'État qui les a déshonorés. Et le plus paradoxal, c'est des corps de sécurité, donc des démembrements de l'armée, qui étaient là venus pour superviser l'humiliation de ces 75 familles. Oui. C'est-à-dire des policiers, des forces de l'ordre qui étaient là pour superviser. Moi, je suis sûr, les connaissants, qu'ils ne le faisaient pas de cœur joie. Justement. Mais l'armée étant ce qu'elle est, comme aiment le dire les tirailleurs, fais, tu fais, ne fais pas, ne fais pas. Ils n'ont fait qu'obéir à des ordres. Donc je demande aux populations de la cité Terme Sud d'arrêter d'invectiver les forces de sécurité qui ont eu à les déloger. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils l'ont fait. Voilà, ils obéissent à des ordres. Il faut qu'ils restent soudés. Et Inch'Allah, dès la semaine prochaine, Jamra va se faire entendre. Nous allons voir le format. Est-ce que ce sera sous forme de point de presse ou d'une déclaration? Mais en tout cas, nous interpellerons directement le chef suprême des armées, le président de la République, qui a eu l'amabilité de nous avoir prêté une oreille attentive pour la prise en charge du dossier d'indemnisation des 93 veuves des anciens combattants de la guerre du Golfe. Il nous a mis en rapport avec le Premier ministre. J'ai eu 4 séances de travail avec lui. Et c'est une commission technique qui avait pris le relais et qui était dirigée par l'ancien conseiller technique militaire de la primature, le général Amadou Anta Gaye, assisté du colonel Abdoulaye Ndiaye de la DIRPA. Alors, ils m'ont entendu, comme dans un tribunal militaire, et je leur ai fourni toutes les preuves, comme quoi que les indemnisations sont venues, mais il y a des individus au cœur de pierre qui les ont détournés. Et j'ai remis à ces autorités militaires de l'état-major la résolution 1483 du Conseil de sécurité, attestant que, à la fin de la guerre, le pétrole irakien a été réquisitionné. Et ils ont mis en œuvre la formule qu'ils appelaient pétrole contre nourriture. C'est-à-dire chaque fois que l'Irak voulait importer du blé, du maïs, parce que Saddam Hussein avait mis à genoux l'économie à cause de ses dépenses militaires guerrières. Donc chaque fois qu'il voulait importer de la nourriture, l'Irak, qui était à court d'argent, payait avec du pétrole. Alors ce pétrole a été capitalisé. Et à un moment donné, la commission qui s'en occupait, la CINU, la commission d'indemnisation des Nations Unies, a pu commercialiser ce pétrole sur les marchés internationaux et encaisser 500 milliards de francs CFA qui ont été répartis au niveau des 34 contingents, dont le contingent sénégalais. Tous ces contingents ont reçu leur argent, sauf le Sénégal. Et encore une fois, il y a 93 veuves qui sont en train de tirer le diable par la queue, alors qu'elles ne commandent pas, elles ne demandent pas d'aumône, elles réclament leur dû. Alors le président Macky Sall a donné des instructions fermes, le dossier a beaucoup avancé. Nous profitons de votre plateau pour lui demander de faire preuve de la même magnanimité, du même humanisme pour ce déguerpissement sauvage des 75 familles de Terme Sud qui ont le droit d'avoir un toit parce que leurs maris ont eu à servir le Sénégal, à honorer le Sénégal sur les théâtres d'opération. Justement, ils ont honoré le Sénégal, mais ils ne sont pas les seuls actuellement. Avant de clôturer ce sujet, justement, on va parler aussi d'un autre soldat du nom de Cheikh Ndiaye, qu'on a pu voir, qui a été blessé au Mali, mais aussi délaissé par l'armée. Aujourd'hui, la vidéo est là. C'est une personne paralysée des 4 membres et délaissée par l'armée. Il crie vraiment au désarroi. Aujourd'hui, donc, justement, Mamatar, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un délaissement de l'armée de ses enfants. Parce qu'en 48 heures, on a vu dire pas émettre 2 communiqués. C'est justifiant sur des actes, je peux dire barbares ou pas du tout humains à l'endroit de ces anciens fils ou bien de ces soldats qui n'utilisent plus. Maintenant, justement, juste pour terminer ce débat, un message que vous lancez à l'armée sénégalaise pour le traitement vis-à-vis de Rossis. Le message qui nous semble le plus opportun et que nous gardions tous à l'esprit qu'un pays, parmi ceux qui constituent son rayonnement extérieur, sa dignité et son honorabilité, c'est la tranquillité et la considération que ce peuple voue à ses forces de sécurité, qu'il s'agit de la police, de la gendarmerie, de la douane, de l'armée, des agents des eaux et forêts.
Parce que dès l'instant qu'on parle de forces de sécurité, cela veut tout dire. C'est eux qui veillent sur notre bon sommeil pendant que nous dormons, père et mère de famille, à point fermé. Eux, ils sont là au niveau des frontières, au niveau des points stratégiques, pour veiller sur nous de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ingérence extérieure, d'attaque venant de l'extérieur, de narcotrafiquants qui viennent déverser leur poison chez nous. Donc ces gens-là, on ne les remerciera jamais assez et l'État ne les mettra jamais assez dans de très bonnes conditions. Ils méritent toute notre considération, pas seulement de ceux qui nous dirigent, mais de toute la nation. C'est la raison pour laquelle nous interpellons l'état-major. Je ne sais pas si cela existe dans leur organigramme, de mettre rapidement sur pied une sorte de service d'assistance sociale. Certainement, il y en a. Et si c'est le cas, ce service d'assistance sociale doit monter en première ligne sur cette affaire de déguerpissement de Terme Sud et essayer de voir ce qui est encore possible de réparer, parce que les dégâts sont énormes. Au moment où je vous parle, j'ai eu à échanger au téléphone avec une famille. C'est une veuve dont le mari a perdu sa vie sur le théâtre d'opération de la guerre du Libéria, qui ne sait plus où aller, parce qu'elle avait une de ses cousines et elle avait eu des idées, peut-être qu'elle aurait pu l'héberger, mais malheureusement celle-ci, son mari est décédé et la maison a été vendue dans le cadre de... Bon, bref, c'est très émouvant, c'est très pénible. Et le service social des armées, avant même que le président de la République, en tant que chef suprême des armées, ne prenne ses responsabilités, et il va les prendre, parce que nous savons que le Macky Sall n'a pas l'habitude de fuir ses responsabilités. Alors ce service social doit monter au créneau, apaiser les familles, tranquilliser l'opinion publique, avant que l'opinion publique ait le sentiment que l'armée est en train d'être considérée. Bon, heureusement que ce n'est pas le cas, pour des moins que rien, que Dieu nous en préserve. Justement. Maintenant, voilà, comme on va voir Jamra sur le terrain de Terme Sud, sur le dossier Cheikh Ndiaye, bon, je suppose que Djarma n'est pas encore au courant, mais c'est quelqu'un qui n'a plus foi à l'armée et qui fait appel aux bonnes volontés. Maintenant, justement, nous vous en informons, et nous, Actu 221, qui avait couvert cette information, nous vous lançons un appel aussi de s'enquérir des nouvelles de ces jeunes soldats et d'essayer de venir en aide. Donc, justement, on va clôturer ce premier point pour entrer sur le deuxième, justement, qui concerne la relance économique annoncée par le chef de l'État. D'abord, le chef de l'État a commencé par une tournée agricole, puis relance économique. Donc, il est préoccupé par la relance justement purement économique du Sénégal. Aujourd'hui, vous êtes ONG Jamra, mais je vous pose la question au nom de tous les ONG. Quelle doit être aujourd'hui la considération des ONG sur cette procédure de relance économique? Je crois que le président de la République doit donner la première impulsion de cette merveilleuse idée de relance économique en adoptant la même attitude qu'il avait eue quand il y avait eu tout ce boucan qui avait agité le landerneau politique concernant la nébulosité qui entourait les conditions de signature de contrat en ce qui concerne les attributions de nos concessions pétrolières et gazières. Il y a eu beaucoup de bruit et les populations étaient dans leur droit, parce que les richesses minières ne sont la propriété d'aucun régime politique. Et Dieu n'a pas attendu l'avènement du régime de Macky Sall pour nous doter de ces richesses minières. Ces richesses étaient là. Et le hasard du calendrier divin a voulu que ces ressources minières soient découvertes sous le régime de Macky Sall. Mais ce n'est pas le régime de Macky Sall qui les a créées. Justement. Voilà, il est donc évident que c'est un patrimoine commun qui nous appartient à tous. Et nous saluons, parce que Jamra a été personnellement invité, et je m'étais personnellement rendu, après avoir été mandaté par le bureau exécutif dirigé par Imam Samba Diop. Je me suis personnellement rendu au centre de conférence Abdou Diouf, où devait se tenir la fameuse réunion de réconciliation. Je l'appelle réunion de réconciliation parce que nous, société civile, nous étions fâchés contre l'État. C'est la raison pour laquelle Jamra était allé lors de l'Assemblée générale constitutive de Aar Lu Ñu Bokk pour faire partie des membres fondateurs. Alors donc, nous avions crié d'une seule voix en disant que nous ne stigmatisons personne, nous n'accusons personne d'avoir détourné quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas encore une seule goutte de pétrole qui a été extraite de nos sous-sols. Mais nous disons que l'État doit faire très attention, parce que beaucoup de pays qui avaient un avenir radieux à l'horizon en termes de puissance pétrolière
qui ont fini par connaître les affres de la guerre civile et d'affrontements sanglants. Parce qu'au début, les autorités avaient négligé d'impliquer tout le monde. Alors donc heureusement, l'État a mis sur pied le COS Énergie, le comité d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz. Et lors de cette assemblée qui s'est tenue, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au centre de conférence Abdou Diouf, de la bouche même du président de la République, il a dit que désormais, les portes du COS Énergie sont ouvertes, aussi bien à l'opposition qu'à la société civile. Donc vous aurez un doigt de regard sur tout ce qui va se faire, du plus petit contrat de cession de nos concessions pétrolières et gazières jusqu'au plus grand contrat. Alors nous proposons naturellement à l'État d'opérer la même démarche en ce qui concerne la relance économique. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de volet tabou, que l'État implique en amont tous les acteurs. Et c'est la raison pour laquelle ceci nous renforce dans notre conviction que le dialogue politique ne doit pas être de circonstance, il doit être permanent. Or, malheureusement, au Sénégal, nous avons l'habitude de ne convoquer la classe politique autour d'une table que lorsqu'il y a une crise. Maintenant, vous avez participé à la cérémonie de relance économique. Vous y étiez, vous avez écouté le président. Quelles sont vos impressions et quelles sont vos prévisions par rapport à cette... Bon, nos impressions, moi je suis un peu convaincu que le président a la volonté de bien faire. Mais c'est la démarche que nous n'approuvons pas. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a nécessité de se parler entre Sénégalais, l'État a l'habitude d'attendre que des deux côtés que la tension soit très forte pour lâcher un peu de l'Est. Je crois que c'est la démarche inverse qui serait la bienvenue. C'est-à-dire que le dialogue doit être permanent. Je donne souvent l'exemple de ce pays occidental qui nous est très proche par la culture et par l'histoire, la France. Lorsque Sarkozy venait d'accéder au pouvoir en 2007, l'année qui a suivi, en 2008, les 27 pays européens avaient pris la résolution de faire un pas supplémentaire vers l'unité. Parce que leur ambition, naturellement, c'est de se hausser au niveau des États-Unis d'Amérique. Alors tout le monde sait qu'ils ont fait des pas très importants parce qu'il y a le passeport unique, il y a la monnaie unique qui est l'euro, ils ont un parlement unique qui se trouve à Strasbourg. Alors donc le pas décisif consistait à se mettre d'accord sur une constitution unique. Et quel est le pas décisif qu'on doit poser au Sénégal? Alors là, je termine rapidement pour que vous compreniez un peu ma position, la position de Djamra. Mais le président français, au lieu d'aller directement au sommet européen à Bruxelles et dire voilà ce que je pense du projet de Constitution européenne, il n'a pas fait ça. Il a consulté son camp politique, les libéraux, les centristes, les gaullistes et même l'extrême droite fasciste. Ce qui avait créé un peu de remous dans son camp en lui disant pourquoi vous recevez Jean-Marie Le Pen. Il leur dit et après, c'est un Français. Il a son mot à dire. Alors bref, après avoir rassemblé l'ensemble des avis, lorsque le président Sarkozy est allé au sommet de l'Europe, il n'a pas dit ce projet de constitution, voilà moi ce que j'en pense. Il n'a pas dit ça. Il a dit voilà une synthèse des différentes chapelles politiques de la France. Voilà ce que nous pensons du projet de constitution européenne. Alors nous demandons au président Macky Sall également, quand des questions d'envergure nationale comme la problématique de la relance économique se posent, qu'il n'attende pas que l'opposition fasse pression sur lui pour proposer un semblant de solution. Alors nous lui proposons d'adopter cette posture constante consistant à les consulter. Parce qu'il y a un débat qui agite le landerneau politique depuis 3 jours, particulièrement les réseaux sociaux, disant que oui, Sonko, il fait semblant de lutter contre le système, alors que le ministre Mansour Faye vient de révéler qu'il est passé par son intermédiaire pour que ce dernier lui arrange une audience auprès du chef de l'État. Alors il y a des gens qui ont eu des sentiments, des fausses indignations. J'ai dit mais ce n'est pas un crime ni un délit pour un leader d'opinion et particulièrement un chef de parti de demander à rencontrer le chef de l'État. Donc même si ces informations étaient vraies, c'est normal. Moi j'encourage même Sonko de ne pas attendre, comme on cherche à le tourner en dérision, que le président fasse un pas vers eux. Mais chaque fois qu'il y a une question d'importance nationale qui se pose,
de lui écrire et de demander à le rencontrer pour lui donner son point de vue. Parce qu'après tout, il représente quelque chose. 15% de la population avait voté pour lui. Et il est arrivé 3e à la présidentielle. Il a pu capitaliser près de 700 000 voix. Donc, de ne pas attendre que le président dise que je suis prêt à rencontrer l'opposition. Il faut écrire en amont et de prendre l'opinion à témoin. Si le président vous reçoit, ce sera à son honneur et à l'honneur de celui qui a sollicité cette rencontre. S'il ne refuse de vous recevoir, alors on laissera l'opinion apprécier. D'accord, d'accord. Voilà, le temps qui nous était accordé vient de prendre fin. Justement, malheureusement, parce qu'on était en si bon chemin. Mais voilà ce qu'on peut retenir vraiment. Donc, des actions de Jamra qu'on va attendre sur le dossier Terme Sud. Justement, l'appel envers le chef de l'État de l'ONG Jamra qui lui demande de prendre ses responsabilités comme il a l'habitude de le faire sur ce dossier. Mais surtout sur la relance économique, justement, que le président ait un esprit fédéral, donc de fédérer les esprits avant de faire une proposition. Concernant la polémique autour d'Ousmane Sonko, son audience ou pas, l'ONG Jamra justement encourage Ousmane Sonko d'aller vers le président parce que c'est très normal en tant que leader d'opinion, en tant que chef de parti, vraiment de mener le débat avec le président de la République qui gère la cité. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce qui met fin à votre info chrono qui recevait Mame Mactar Gueye comme invité de la rédaction. Mame Mactar, on vous remercie vraiment. Voilà, je vous remercie et je vous encourage à continuer sur cette voie, c'est-à-dire de rassembler tous les Sénégalais. Et j'ai l'impression que votre équipe rédactionnelle s'inscrit admirablement dans cette voie. Parce qu'effectivement, ce pays nous appartient à tous et nous devons le construire ensemble. Justement, ce pays nous appartient à tous et nous devrons le construire ensemble. En tout cas, la rédaction d'Actu 221 va amener vraiment ses pierres à l'édifice. Donc, mesdames et messieurs, voilà, c'était tout pour votre info chrono. À la prochaine. Merci.